Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Deuxième numéro de la semaine et justement on va faire focus sur la société civile et toujours nous parlons de la crise post-électorale. Vous savez que le président Fakonde a décidé de rencontrer les entités politiques et a confié évidemment avec eux en conformité de confier la résolution de la crise post-électorale au comité de suivi. Quel est le regard de la société civile sur cette question? Là-dessus, je reçois comme invité Dr Dansa Kourouma, il est président du CNOX, mais également avec lui, on va parler de leur récente rencontre avec le président de la République qui a décidé aussi de, on va dire, rencontrer les acteurs de la société civile, et ce qu'il a appelé d'ailleurs la majorité silencieuse. Qu'est-ce qui a été dit lors de cette rencontre? Il nous en parlera tout de suite dans cette émission. Et comme je l'ai annoncé aussi hier, évidemment, la question de Demoudoula, ce site qui avait été déguerpi, d'où ont été renvoyés, chassés certains citoyens, alors que d'autres aussi continuent leur chantier. Nous recevrons sur ce plateau le reporter de Gangan, Kandia Assouri, qui viendra évidemment nous parler de cette situation. Mais avant, nous vous ferons voir évidemment ce reportage qui a été réalisé sur le site de Demoudoula il y a seulement 2 jours. Mais avant cela, on fait face à notre invité du jour, Dr Dansa. Bienvenue, docteur, sur ce plateau de Café Débat. Merci, c'est un plaisir. Merci de la disponibilité surtout. Alors, on va parler de votre regard sur cette crise post-électorale qui a remué la République ces derniers temps. On a connu beaucoup de cas de mort, beaucoup de manifestations. Et après, le président qui a décidé de rencontrer les acteurs politiques. Aujourd'hui, on a confié la résolution de ce problème au comité de suivi. Mais avant d'aborder ce sujet principal, parlons de cet autre d'abord. Vous avez été rencontrer le président il n'y a pas longtemps, parmi tant d'autres acteurs de la société civile. C'était dans quel cadre, dans quel objectif cette rencontre-là? Est-ce que le président vous consultait sur la situation du pays ou sinon plutôt sur la crise post-électorale? Alors, merci beaucoup. Ce n'est pas la première rencontre entre le chef de l'État et la société civile. La première date de 2014, quand on était plein dans Ebola. Ouais. Il a décidé de rencontrer les acteurs de la société civile pour avoir leurs idées dans le cadre de la lutte contre Ebola. Aujourd'hui, c'est la deuxième rencontre. En tout cas, moi, depuis que je suis à la tête du CNOX, c'est la deuxième rencontre officielle entre la société civile et le président de la République pour débattre des questions d'intérêt national. Et cette rencontre avait la particularité de concerner la question politique et la question sociale. Alors, nous avons eu 5h20 de débat avec le président. Il y avait une centaine d'organisations de la société civile qui étaient représentées, les plateformes, des réseaux, des associations et des ONG. Et le débat était très ouvert autour du premier point, la perception de la société civile sur la crise politique qui secoue le pays, et quelle analyse et quelle piste de solution. Le deuxième point sur la crise sociale. Alors, d'une manière résumée, il était question dans un premier temps d'écouter le chef de l'État qui a introduit le dossier sur les différentes rencontres qu'il a eues avec ces différents protagonistes de la crise, et il a écouté la société civile. Comme la rencontre a été préparée avant, il y avait une feuille de route qu'on s'est tracée pour aborder toutes les questions qui fâchent. D'abord, la question liée à la gouvernance économique du pays. D'accord. Et toutes ces questions ont été évoquées. Le grief que la société civile, d'ailleurs le citoyen lambda, formule contre la gouvernance du pays a été relayé par la société civile, et également sur le fonctionnement des institutions de la République. Nous avons constaté que dans le cadre de la gouvernance politique, on a l'impression que le chef de l'État fait tout et les institutions ne jouent pas leur partition. Parfois, elles n'ont pas les moyens. Parfois, elles traversent des périodes de turbulence ou des périodes de crise qui émiettent leur crédibilité et qui font qu'ils ne parviennent pas à accroître, n'est-ce pas, l'offre de services qui est leur raison d'être. L'autre point qu'on a abordé naturellement, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. D'accord. C'est 3 questions majeures qui gangrènent notre pays. Si la Guinée est malade, le syndrome guinéen se résume en 3 signes fondamentaux. Premièrement, c'est la corruption. Du fait que la corruption est banalisée en Guinée, du fait que la corruption même est considérée comme normale dans nos pratiques et dans nos cultures, est un élément essentiel qui appauvrit ce pays pourtant très riche. C'est pourquoi le paradoxe guinéen
nous avons un pays potentiellement riche, dont les populations vivent dans une paupérisation inacceptable. Le deuxième point, c'est l'impunité. L'État, la faiblesse de l'autorité de l'État s'explique un peu par le fait que l'impunité aidant, les citoyens n'ont plus confiance à l'État. Alors ce manque de crédibilité fait aujourd'hui que chacun est libre, même s'il y a des jeunes se fâchent dans le quartier, ils bloquent la circulation, ils brûlent les pneus. Dans un pays normal, les manifestations sont programmées et l'État, l'autorité publique vous impose son itinéraire en fonction de la situation du pays pour éviter que ceux qui ne manifestent pas soient empêchés de vaquer à leurs activités. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'autorité recule. L'anarchie en L'anarchie totale. Et aujourd'hui, au niveau des quartiers, il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'autorité locale dans les quartiers. L'État se limite au niveau des ministères, c'est-à-dire à Kaloum. Au niveau des communes de Conakry, les délégations spéciales, donc, ils n'ont aucune crédibilité, ils ne peuvent pas jouer ce rôle de relais. La présence de l'État dans les quartiers, l'absence de l'État dans les quartiers explique aujourd'hui la montée en puissance de l'anarchie. L'autre syndrome guinéen que j'ai bien évoqué naturellement, après la corruption, après l'impunité, c'est l'incivisme. L'incivisme, c'est une réalité aujourd'hui, il faut le reconnaître, que les Guinéens ne respectent pas la loi, que ce soit les autorités ou le citoyen lambda. Et quand vous êtes inquiété par la justice, vous renoncez votre communauté, vous partez, vous mettez la pression sur la justice. Et quand la justice s'autosaisit d'un dossier, elle mène l'enquête jusqu'à un certain niveau, l'autorité centrale appelle pour dire vous arrêtez la poursuite. C'est pourquoi les procureurs n'ont pas les coups de franche pour mener des investigations. Donc ceci nous sommes dans une situation de déresponsabilité politique où l'homme politique, le citoyen lambda ou l'homme qui incarne une responsabilité culturelle ou sociétale ou quelconque baigne dans une sorte d'impunité parce que la justice n'a pas le courage de les appréhender. Aujourd'hui, quand il y a manifestation, il y a des gendarmes qui sont tués, il y a des manifestants qui sont tués. Mais jamais on nous a exhibé un procès, ou bien jamais on nous a invité à un procès, où pour une fois, l'auteur de ce meurtre et la partie civile se discutent pour que la lumière se fasse sur cette tuerie-là. Les véhicules sont vandalisés. Nous, citoyens lambda, nos véhicules sont caillassés. Vous en avez même été victime personnellement du côté de Bambeto. Malgré la plainte et la responsabilité qui a été affirmée par le général Baldé de mener jusqu'aujourd'hui les enquêtes. Aucun signe. Donc c'est pour vous dire, de l'impunité à l'incivisme, le corollaire de tout ça, c'est l'injustice. Nous sommes dans une société qui est minée par une injustice qui ne dit pas son nom. Aucun progrès social et économique n'est possible dans ce tableau, dans ce cas de figure. Alors nous avons dit au président que nous, société civile, on veut travailler, on veut vous aider. Vous aider à oser aborder les grandes questions de la vie nationale. Parce qu'il ne s'agit pas pour une société civile de se comporter en parti d'opposition. Nous sommes une force d'alerte, de veille et de proposition. Il faut aussi qu'on propose au chef de l'État pour que les décisions qu'il prendrait pour l'avenir de ce pays, ce soient des décisions concertées. C'est d'où le principe de la démocratie participative. C'est la raison d'être d'une société civile, c'est d'amener l'État à formuler des bonnes politiques en tenant compte des préoccupations de la population. Et donc on va dire que cette rencontre que vous avez eue avec le président Alpha Condé, je rappelle que c'était au lendemain de la fête des femmes, où il a pris l'engagement de rencontrer ce qu'il a appelé la majorité silencieuse, même si on sait que la société civile n'est pas silencieuse et que dans ça n'a pas sa langue dans sa poche, vous êtes toujours sur le terrain de la communication, vous dénoncez, vous posez les problèmes. Alors donc, ça a été donc une rencontre sans tabou. Si vous dites que vous avez parlé de corruption, qui constitue un des problèmes majeurs dans notre pays, vous avez parlé d'impunité, d'incivisme, peut-être de mauvaise gouvernance. Alors je veux savoir quelle a été l'attitude du président Alpha Condé, le retour qu'il a eu vis-à-vis de ce tableau que vous avez peint en sa présence à Sékou Touré. Qu'est-ce qu'il a dit en retour à Alpha Condé? D'abord, il faut reconnaître que le fait qu'un président de la République se prête à cet exercice, c'est inédit. Bien. Ça ne se fait pas habituellement dans notre pays. Il y a des pays à démocratie avancée qui ont ces panels. Parfois ça dure plusieurs jours, une sorte de conférence citoyenne où le président de la République ou le Premier ministre rentre en débat avec la société civile, on pose toutes les questions de la nation et les solutions sont apportées. La Guinée, en tout cas Alpha est le premier
d'avoir ce débat, ce genre de débat, 5 heures de débat avec un chef de l'État, c'est une première dans notre pays. Deuxième chose que nous retenons, c'est vrai, le président de la République était quelque peu sur la défensive. Même le fait d'accepter d'avoir ce débat, mais il n'acceptait pas un certain nombre de choses qui heurtaient. Pour lui, il a fait beaucoup de réformes. Pour lui, les gens ne lui disent pas la vérité. Lui, il était surpris face à certaines choses que vous lui disiez, vous lui avez dit. Non, pas du tout, il n'était pas surpris, mais par contre, il était préoccupé. Et pourquoi pendant tout ce temps on n'a pas apporté d'éléments de preuve? Pourtant, on a une administration, quand les documents sont déposés par voie administrative, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une ligne directe avec le chef de l'État, vos documents n'arriveront jamais à destination, surtout quand vous dénoncez des cas de corruption. Il nous a dit d'amener des preuves pour qu'il prenne des sanctions. Et l'élément important que je vais le dire, qui n'a pas été dit par la RTG, le président de la République a demandé que le jour que la société civile lui présentera des preuves de corruption, que s'il n'agit pas, qu'on le demande de démissionner. Donc le président a dit ça lors de votre rencontre, que le jour où vous lui présenterez des documents, des dossiers de corruption avec des preuves, s'il n'agit pas, qu'on lui demande de démissionner. Exactement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'a pas d'éléments palpables sur des cas de corruption qu'on dévoile souvent dans la presse. Il n'a pas d'éléments concrets pour juger de ces faits-là. Vous savez, les faits de corruption ne sont pas comme les infractions de droit commun. C'est très compliqué pour justifier la corruption. Le plus souvent, c'est plusieurs années, plusieurs mois après le fait qu'on se rend compte qu'il y a eu corruption. Absolument. Surtout dans une société où c'est banalisé. Tu vas aller interroger quelqu'un, votre fils est aujourd'hui directeur général, il avait un revenu tant, aujourd'hui il a un revenu multiplié par 3000. Et la bonne femme ne va pas comprendre, il va dire mais attendez, c'est normal. Donc, en Guinée, dans notre société, on tolère et on accepte la corruption. Absolument. Donc, et l'enrichissement illicite. Tout, ça c'est des pratiques assimilées de la corruption. Tout ce que vous obtenez, les avantages que vous obtenez, en dehors de vos prestations qui sont prouvées par la loi, c'est de la corruption. Et il y a la grande, la moyenne corruption, il y a la corruption et les pratiques assimilées. Donc, la concussion, les détournements, l'enrichissement illicite font partie de toute cette famille-là. Le plus souvent, ça se fait après. Donc, il faut un système de renseignement très poussé. Il faut une institution spécialisée qui s'occupe de la corruption. Donc, on en parlait tout à l'heure avec le directeur exécutif de l'agence, avant que vous ne veniez du côté de la radio, puisque la Guinée abrite actuellement même une rencontre sous-régionale sur les questions de corruption en matière de renforcement des capacités. Il disait par exemple que la Guinée est en train de se doter encore des instruments juridiques légaux pour aller sur le terrain de la lutte contre la corruption concrètement, et il dit que le président a affirmé une volonté dans ce domaine. Ça reste quand même à vérifier, c'est un sujet à débat de toutes les façons. Mais vous faites confiance au travail de cette agence? En toute objectivité, le président a affiché une bonne volonté pour aller dans le cadre de la lutte. Nous demander d'envoyer des faits, oui c'est normal. Nous on prend ça du bon côté. Parce que quand on parle de l'État, c'est d'abord les institutions, les lois et les citoyens. C'est les trois composantes de l'État. Alors, si les citoyens sont bien sensibilisés par la société civile, elles sont bien mobilisées, elles peuvent dénoncer des cas. Donc sur le plan de la corruption, il a pris l'engagement que vous lui mettez au courant souvent des cas de corruption. On l'alerte sur des cas de corruption, il mettra les services compétents en branle. Mais le problème n'en est pas là. On a une agence nationale de lutte contre la corruption, qui est institutionnellement faible, qui est institutionnellement fragile, qui n'a pas les moyens financiers, techniques, humains. Qui est pourtant rattaché à la présidence de la République. Justement, peut-être c'est le péché mignon du fait qu'il soit rattaché à la présidence de la République. Ça doit être une agence indépendante qui doit bénéficier d'un budget conséquent. Mais aussi le leadership de l'agence ramène aussi, il faut quand même des personnes de gros calibre pour animer une agence nationale. Mais il faut de la volonté politique. Il faut que le chef de l'État donne les moyens, le crédit, la confiance et la considération à cette agence. Sinon, elle ne fera pas son travail. J'en ai vu dans d'autres pays. IFCC au Nigeria. IFCC, une année, un jeune commissaire de police qui a été promu à la tête. Un jeune, il avait 40 ans, directeur de l'IFCC. Mais au cours d'une année, il a mobilisé près de 20% du PIB du Nigeria. Près de 8 milliards de dollars qu'il a mobilisé dans le cadre de la corruption. Absolument. Alors, et au Cameroun, on parle de l'opération L'Épervier. Bien sûr, dans d'autres pays, le Gabon, et au Rwanda. Bénin, au Rwanda. Tous les pays, je vais vous donner un chiffre. En 2015, l'Afrique a perdu 27 milliards de dollars
l'Afrique subsaharienne. Dans le cadre de la corruption. Et les flux financiers illicites. Donc, corruption et flux financiers illicites, c'est-à-dire les placements d'argent dans les pays occidentaux. L'argent volé dans le pays. Dans les comptes offshore. Exactement. 27 milliards de dollars. Mais l'Afrique ne reçoit que 20 milliards de dollars. Comme le montant total de l'aide publique au développement. Faites la soustraction. Si nos pays africains sont bien gérés, nous économiserons 7 milliards de dollars et on s'en passera de l'aide extérieure. Parce qu'on a suffisamment d'argent pour nous développer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous dites que le président, face à cet état de fait, vous a pris des engagements sur la question d'impunité et toutes les autres questions que vous avez eu à débattre. Mais on nous apprend aussi que lors de cette rencontre avec le président, en tant qu'acteur de la société civile, vous avez parlé par exemple de subventions, de la problématique de subventions des structures de la société civile. Oui, comment est-ce que le débat a été posé? Ce qui est tout à fait normal. Quand le président exige un certain nombre d'actions de la société civile, ça sous-entend en contrepartie. Il y a une contribution à faire pour assurer le fonctionnement de la société civile. La société civile guinéenne, parmi toutes les composantes sociales et politiques, seule la société civile ne reçoit pas de subventions de l'État. Les médias vous recevez, les syndicats reçoivent, les partis politiques reçoivent. Donc c'est dans les débats c'est venu cette préoccupation. Parce qu'il nous a demandé de nous montrer encore plus professionnels et plus responsables dans nos actions. Et on doit avoir suffisamment d'informations et de moyens d'action avant d'alléguer des cas de corruption. On lui a dit, Monsieur le Président, vous savez que l'État guinéen ne finance pas la société civile. On fonctionne sur la base d'aide extérieure, parfois avec des conditions qui ne cadrent pas avec les objectifs de politique intérieure du pays. Bref, c'est une question qui a été débattue et toujours, et la loi prévoit, et puis ce n'est pas, on ne demande pas une subvention. C'est prévu par la loi. La loi 013 prévoit que les organisations de la société civile dites d'utilité publique reçoivent des subventions de l'État, c'est-à-dire des avantages et des subventions de l'État. Alors qu'est-ce que le président a dit sur ce point-là? Est-ce qu'il a pris des engagements? Est-ce que la société civile... Il revient à la société civile de s'organiser. Et on s'organisera, en tout cas le moment est venu, il y aura une rencontre sur les différentes conditionnalités qui ont été posées et les organisations compétitives vont soumettre leur dossier au ministère pour bénéficier, n'est-ce pas, de l'utilité publique. Est-ce qu'on peut savoir déjà à quelle hauteur? Quand on prend les médias, la presse par exemple, on parle de 5 milliards, les structures syndicales, on ne sait pas combien, mais est-ce que quelque chose est estimé pour la société civile? Nous ne sommes même pas arrivés à la phase 0. Bien. Pour ces subventions-là. Donc c'est les annonces pour l'instant. On est sous l'effet, c'est l'effet d'annonce d'abord. Il n'y a aucun élément qui prouve aujourd'hui que d'ici la fin de l'année, on pourra avoir une subvention. On n'est pas du tout sûr. Mais comprenez que nous avons obligation de souffrir un peu de ça. Bien. Parce que nous sommes le dernier recours dans une société bien donnée, même si les composantes que j'ai citées sont de la société civile. Mais quand on parle davantage, le plus souvent, il y a une sorte de fragmentation. Les médias vont de leur côté, les syndicats vont de leur côté. Et cette fois-ci, nous aussi, organisation OSC, on décide d'aller pour que... Il ne s'agit pas de donner des moyens, et ça ne peut pas être de l'argent obligatoirement, mais un appui institutionnel pour avoir des facilités locales, de paiement de personnel, de la formation, et même de l'accès à l'Internet gratuitement. Bien. Il y a des sortes d'exonérations ou des sortes de facilités qui peuvent permettre à la société civile de joindre les deux bouts. Absolument. J'ai une organisation qui est structurée de Conakry à la dernière sous-préfecture de la Guinée, à Piné. Mais écoutez, tous ces bureaux fonctionnent sur quelle base? Ce n'est pas le volontariat seulement, il faut du professionnel. Qui recrute aussi du personnel. Et qui utilise beaucoup de matériel. La communication seule et les moyens de déplacement occupent près de 80% du budget de la société civile, du CNOS. Et donc il faut une subvention pour cette société civile. On attend de voir si le président sur ce terrain justement va apporter son aide à la société civile. L'autre sujet justement avec vous dans cette première partie d'émission, c'est maintenant la crise post-électorale. Au fort moment de cette crise, la société civile s'est fait entendre, a interpellé les uns et les autres à l'apaisement, à une solution de la crise. Voilà qu'après le président Alpha Condé décide de rencontrer les acteurs politiques. Il a rencontré Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, la mouvance présidentielle, le groupe Les Alliances républicaines de l'UFR et ainsi de suite. Et vous, de loin, même si vous n'avez pas été invité dans la même démarche, quel est le regard que vous portez sur cette démarche du président d'envoyer le débat au sein du comité de suivi où vous siégez évidemment?
Écoutez, le chef de file de l'opposition a été rencontré dans le même cadre. C'était des consultations pour trouver des solutions à la crise politique et sociale. Donc c'est le même. Après vous. Après nous, les acteurs politiques ont été rencontrés. Ça quand même, c'est dans la même. Il faut faire une jonction stratégique avec les différentes concertations. Alors, envoyer le débat au comité de suivi, c'est une décision très sage. De la part du président de déjà des deux. C'est parce que des trois. Je pense que c'est lors de ces rencontres, il a été convenu, naturellement. Parce qu'au comité de suivi, l'opposition siège, la mouvance siège, l'UFR siège, la société civile siège, le gouvernement siège. Et même la CENI. Même la CENI, l'Assemblée nationale. C'est le cadre le plus étoffé aujourd'hui pour discuter des questions politiques complexes. Donc ça, c'est une décision sage. Et le comité de suivi s'est retrouvé également. Parce que j'ai toujours dit au comité de suivi qu'on n'a jamais pris la mesure de notre mission. C'était un cadre où on venait bavarder pendant 2 heures et puis on se sépare. Véritablement, il n'y avait pas un engagement responsable pour mettre de la continuité et de l'action, n'est-ce pas, dans nos concertations. Aujourd'hui, ce mandat a été donné au chef de l'État. La confiance a été accordée au comité de suivi et la première réunion a été très décisive. Et une méthodologie a été évoquée et les acteurs politiques se sont exprimés. Et j'ai vu dans les expressions ou dans les positions formulées de la bonne foi. Mais est-ce que vous êtes confiant, justement, vous qui allez être au sein de cette société civile, la couche neutre, au milieu, qui n'a pas de couleur politique? Parce qu'à entendre certains camps déjà, moi je me dis que est-ce qu'ils ne vont pas se boxer au sein du comité de suivi aujourd'hui, parce qu'il semble que vous allez travailler, vous aurez une séance de travail aujourd'hui mardi. Alors, parce que quand j'écoute par exemple le représentant du RPG, M. Alpha Ibrahim Akira, qui était sur ce plateau la semaine dernière et qui était à la rencontre avec le président Alpha Condé, j'écoute l'honorable Aboubakar Souma qui était sur ce plateau et qui était avec Sidia Touré à la rencontre avec Alpha Condé, qui disent non sur le point par exemple des réclamations liées aux résultats des élections du 4 février, on ne doit pas toucher les résultats. Alors que quand je prends le camp de Selou, alors le point nodal c'est ça, il veut qu'on touche les 6 communes rurales et les 6 communes urbaines, donc aller rechercher les procès-verbaux encore, les revenir les recompter. Vous ne pensez pas que ça va chauffer au sein du comité de suivi? Je ne peux pas présager de ce qui va arriver, mais j'ai écouté des acteurs politiques qui se sont engagés à faire un débat responsable. J'ai écouté des Guinéens qui étaient préoccupés de trouver des solutions pacifiques. Et j'ai trouvé des Guinéens qui voulaient quitter la rue pour que leurs revendications soient examinées autour d'une table, en toute responsabilité. Peu importe, il y a une sorte de diversité dans la classe politique. Vous écoutez Makanera au sein de l'UFDG, vous l'écoutez ailleurs, vous écoutez Honorable Souma, vous l'écoutez ailleurs, vous écoutez d'autres. Je parle du comité de suivi qui a vocation, qui a la mission de résoudre ce problème. J'ai trouvé de la sérénité et de la responsabilité. La sérénité. Et de la responsabilité. Bien. Maintenant, je ne sais pas quel va être le schéma proposé par la société civile. Vous, par exemple, pour ce, je ne dis pas tous les autres points du communiqué final, parce qu'il y a la question d'indemnisation des victimes que vous allez sans doute aborder, d'autres questions. Mais par exemple, les élections locales, parce que c'est ce qui nous a amené à ces tueries récentes qu'on a connues, à ces crises récentes. Quel va être le schéma proposé par la société civile, vous qui allez être là aussi? Écoutez, nous on a déjà élaboré ce document depuis belle lurette. Quand on a rencontré les acteurs politiques, avant que la rencontre n'ait lieu avec le chef de file, on était allé avec des propositions. D'accord. De résolution de cette crise? Bien sûr, on a des propositions, peut-être dont je n'ai pas mandat de l'évoquer ici, mais bel et bien. Mais on a besoin de savoir quand même. Oui, mais le débat n'a même pas commencé. Si je vous donne maintenant les solutions... Ça pourrait être un avant-goût pour ceux qui nous regardent. Ce n'est pas quand même, docteur Dansa, on veut savoir qu'est-ce que vous allez proposer. Ce n'est pas en matière politique. En matière politique, il faut de la circonspection. On ne peut pas évoquer les choses avant de les tamiser très bien. Mais le principe général est très clair. On ne veut pas désavouer les magistrats. On a des conditions. L'indépendance de la magistrature est consacrée. C'est la colonne vertébrale de l'état de droit. On ne touche pas à ça. Bien. La deuxième chose, sur le plan politique, les différentes formations politiques peuvent se faire des concessions.
C'est eux qui sont allés aux élections, c'est eux qui ont donné l'argent pour faire la campagne. Si vous êtes maire à Pilimili et vous avez plus de sièges que moi, et on rentre dans une contestation, à la fin on s'assoit à deux, vous me cédez 2 sièges, et puis c'est arrangé. C'est arrangé. Donc, ce que vous voulez dire, on peut constater des arrangements politiques au sein du comité sans toucher déjà à ce qui est fait du point de vue de la loi. Vous savez, il y a 2 matières qui gèrent la vie politique, 2 matières fondamentales. La première, c'est le droit constitutionnel, la deuxième, c'est les sciences politiques. Vous comprenez? Les sciences politiques et le droit constitutionnel, c'est complète dans la gestion des faits politiques. On ne peut pas régler la politique seulement du point de vue droit constitutionnel et laisser du point de vue sciences politiques. Donc les arrangements politiques, vous voulez dire? Je ne parle pas d'arrangement politique, je parle de dialogue politique qui peut permettre d'avoir des concessions pour sauvegarder la paix et faire avancer le pays. Le président, en fait, il le disait même très bien. Écoutez, quand la paix sociale est menacée, on ne cherche pas à être honnête ou intransigeant sur les règles. On gère la crise, on quitte la crise et la loi s'en saisit du reste. Parce que pourquoi il y a une crise? Parce que les lois ont des faiblesses, ont des insuffisances. Et aucune loi n'est moulée dans du marbre. Quand on constate que le code électoral, dans la gestion du contentieux, parce que j'ai discuté avec certains juristes, des constitutionnalistes, du fait qu'on dit que les tribunaux de base jugent en premier et dernier ressort le contentieux électoral, c'est une violation du principe de double degré de juridiction, qui est déjà consacré par la Constitution. Pourtant, les députés ont vu ça dans le code, ils l'ont quand même voté. Oui, vous parlez des députés. Parmi eux, il y a des hommes de droit. Les députés, la plupart des députés ne sont pas des juristes. Et d'ailleurs, ceux qui votent, la plupart du vote, il est mécanique. Le plus souvent, c'est les états-majors politiques qui donnent des consignes de vote. On est obligé de voter. Alors, sinon, avant de faire passer une loi, mais aussi, il y a aussi le contrôle de constitutionnalité. La loi doit partir... La Cour constitutionnelle. Tout à fait. Qui doit contrôler la constitutionnalité, la conformité du code électoral avec les dispositions de la Constitution. Mais en tout tas de causes. Par exemple, quand vous giflez un président des bureaux de vote, ce n'est pas le code électoral qui règle, c'est le code pénal. Qui règle cela. Qui règle cela. Donc, quand on parle de loi électorale, il y a tout un ensemble de textes juridiques qui rentrent en compte, qui rentrent en ligne. Donc je crois très fermement que le contentieux politique, on peut trouver une solution autour de la table. Je suis optimiste. Que tout va bien se régler au sein du comité de suivi. Tout va bien se régler, c'est trop dit, mais le comité de suivi quand même est suffisamment bien étoffé pour trouver leur réponse aux questions qui ont été soumises par le président de la République. Et vous avez bien espoir que les choses, en tout cas, aillent très bien lors de ces assises-là. En tout cas, on sera là pour suivre ce qui va se passer. Le maçon, c'est au pied du mur. Absolument. Donc, on vous suivra de jour en jour lors de ces activités du comité de suivi. Merci donc, Dr Dansa, d'être passé dans cette émission. À très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, comme annoncé, je reçois tout à l'heure, après la pause D, Sekou Kandia pour parler, Souri Kandia, j'allais dire, pour parler de Demoudoula. Mais avant, on fera justement, on vous fera voir ce reportage sur le site et puis on revient. À tout de suite. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, 17 minutes chrono pour parler du site de Demoudoula, mais aussi de l'autre site où la Guinée a connu un drame premier du genre, où les ordures tuaient des hommes. Il s'agit de Dar Salam. Et bien entendu, Kandia est allé faire encore un autre constat de ce côté, c'est que les gens n'ont pas été, on va dire, déguerpis de ce côté.
et il y a des actions de dépôt d'ordures qui continuent à ce niveau. Il va nous en parler déjà sur ce plateau. Souri Kandia Bangoura, reporter. Bon, bienvenue Kandia. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, on revient d'abord tu allais faire le constat à Dar Salam. Tu nous dis que la situation est pire qu'au lendemain de l'année dernière. Du drame qui a été causé par les ordures à Dar Salam. Bien sûr. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord rappeler qu'on se souvient encore que l'année dernière, il y a eu des cas de mort. C'était dans la matinée du 22 août dernier. La population de Dar Salam s'est réveillée en découvrant ces cas de mort. Suite aux éboulements, au glissement d'ordures, des ordures du côté des dépôts de Kombos, qu'on appelle Kombos habituellement, mais qui se trouve dans le quartier Dar Salam. En faisant beaucoup de morts à l'époque. Beaucoup de morts. On va revenir là-dessus, c'était juste pour planter le décor. Mais avant, on revient d'abord sur cette question de Demoudoula, on en a déjà parlé la dernière fois. Et vous êtes allé cette fois-ci sur le terrain pour faire le constat avec caméra en main. Après juste que le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, M. Sékou Kourouma, soit passé sur le site, et ça c'était le lendemain du jour où on a parlé de ce dossier à la radio ici le vendredi dernier, et le samedi il allait sur le site. Et c'est après ça que vous êtes arrivé, que vous avez fait ces images. On va suivre ce reportage rendu en studio par Alpha Ibrahima Touré sur le site de Demoudoula, et puis derrière nous reviendrons. Après l'opération du déguerpissement controversée déclenchée l'an dernier ici à Demoudoula, le poumon écologique de Conakry attend toujours d'être reboisé. Apparemment, le ministère de l'Environnement ne pense plus à ce projet de déranger pour arranger, comme le disait l'artiste Ibro Diabaté. Je voudrais dire au gouvernement, c'est de venir faire ce qui, s'il faut aménager le local pour une habitation, qu'ils viennent le faire, ils ouvrent les routes, pour que ce qui va rester, les occupants peuvent, ce qui reste, à qui ça appartenait, puissent récupérer et habiter. La plupart des occupants de cette forêt classée disent comprendre l'utilité de l'action des autorités. Cependant, ils les invitent à éviter la politique de deux poids, deux mesures. Sur place, on nous apprend que le ministre en charge de l'aménagement du territoire, en compagnie de quelques gendarmes, est passé ici quelques heures avant notre arrivée. Depuis cette visite surprise à Ibrahima Kourouma, les habitants de Demoudoula sont inquiets. Le ministre même faisait partie de l'équipe qui est venue là. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Selon eux, ils nous ont dit qu'ils sont venus voir si ce qu'ils ont enlevé n'est pas remis, ou bien si ceux qui sont venus démolir n'avaient pas débordé à ce qu'on leur avait dit de démolir. Quand on leur a vu, bon, on a été émotionnés, on a été effrayés, parce qu'ils sont venus avec une grande équipe de gendarmes. Bon, on ne sait pas s'ils veulent encore faire autre chose, plus que ce qu'ils ont fait, ou qu'est-ce qu'ils veulent faire. Menen hande kam yuno ɓeeɗo hande ɓe ari ɗo wallahi hande ha ñamgo hande men ñamali ɓe arnoga hande soori ɓen ɓe filmude cuuɗi ɓeɗe heddi ɗin ga ɓe gura men fof no dogi no weemi no jiiɓi ande ko no gerata. Bientôt un an depuis la démolition spectaculaire des maisons de Demoudoula, rien n'est encore fait pour investir dans ce site écolo. Voilà, aimables téléspectateurs, vous venez de voir cet élément de reportage de la rédaction de Gangan, constat fait sur le terrain, sur le site écologique de Demoudoula, où le lit du fleuve a été complètement rétréci par les constructions anarchiques. Et bien, le site, il est comme il était l'année dernière, parce qu'on a vu qu'il a été promis par les autorités beaucoup de choses, déguerpissement, réaménagement du tout, mais le terrain il reste comme il est depuis l'année dernière. Bien sûr, on se souvient encore en ce mois de juillet dernier, lorsque les autorités ont constaté d'abord qu'il y a souvent des inondations qui sont constatées ça et là, mais jusque-là, à l'époque, il faut le noter que c'était le ministre de l'aménagement, c'était le M. Nekamara. Ils ont jugé nécessaire de venir maintenant essayer de rétablir l'ordre, c'est-à-dire démolir toutes les maisons qui sont dans le lit du fleuve. Donc c'est ce qui fut fait sous
les auspices du président de la République, parce qu'il a été le premier à être sur les lieux. Donc des maisons... Et l'équipe du général Baldé était là pour sécuriser, surtout ceux qui étaient là, parce qu'il y avait l'équipe de la gendarmerie, il y avait le génie militaire, qui avait les engins, et il y avait aussi le ministère de l'aménagement à travers ses agents sur le terrain, y compris le ministre en question du tutelle. Bon, on a constaté que les démolitions ont été réellement effectives, mais à un certain moment donné, c'est les organisations de la société civile, quelques leaders politiques qui ont estimé que le moment n'était pas opportun parce que c'était à l'hivernage. C'était la saison des pluies, on ne devait pas sortir des gens pendant la pluie. Fort malheureusement, on avait déjà commencé à déguerpir certains parce que les maisons ont été démolies et ils étaient là, ils n'avaient pas où aller, certains même étaient là à la Belle Étoile. Mais d'autres étaient obligés même de rentrer jusqu'à l'intérieur du pays et retourner au village parce qu'ils n'avaient pas où rester. Donc à un certain moment, les autorités ont jugé nécessaire notamment le ministère de la Justice aussi qui a sévi à ce niveau pour dire carrément qu'il ne faut pas, qu'on ne peut pas continuer cette opération-là. Donc, pendant la saison des pluies. Donc les autorités ont jugé nécessaire de surseoir à cette opération qui avait déjà commencé. Dans le but de reprendre vers décembre, ou pourquoi pas janvier, en tout cas que l'hivernage n'arrive pas. Et donc quand on a constaté que nous sommes à un mois seulement de l'hivernage, j'ai jugé nécessaire sous les auspices de ma rédaction, bien sûr celle de Ganga, de me rendre sur les lieux, et le constat était amer parce que jusque là où l'État a laissé le travail, c'est là-bas que ça s'est limité. À ce niveau, l'opération n'a pas continué, mais on se souvient aussi que la ministre à l'époque avait jugé nécessaire de l'environnement a jugé nécessaire de reboiser la zone déjà démolie pour restaurer un peu l'écologie. Bon, ça n'a pas été fait parce qu'aucun arbre, je vous dis, la façon dont on a laissé l'année dernière, jusque-là, c'est comme ça. Fort malheureusement, on a constaté quand même qu'il y avait des maisons qui étaient marquées et qui devaient être démolies. Donc en amont, c'était des pauvres personnes qui n'avaient pas les moyens, qui étaient là, dont les maisons ont été démolies. Mais en aval, il y avait des maisons des nantis, c'est-à-dire vers le bas du fleuve, qui étaient marquées. Et je peux noter par exemple la maison de Kiridi Bangoura qui était dans le viseur. Il y avait Kiridi Bangoura qui est ministre secrétaire général à la présidence de la République. Et il y avait d'autres personnes, des riches personnes qui ont construit jusque dans le lit du fleuve. Vous verrez même qu'il y a des piliers qui sont dans le fleuve qui permettent aux gens de construire un peu au-dessus du fleuve, disons comme ça, histoire de laisser l'eau passer quand même. Mais tout de même, il était dans le viseur de l'État. Il y avait d'autres riches personnes, mais malheureusement, ces maisons n'ont pas été démolies. Donc, les populations vivantes et ceux qui étaient déjà démolis, ceux qui étaient déjà déguerpis, étaient un peu frustrés. Donc, on attendait que ça continue, mais fort malheureusement, jusque-là, ces personnes nantis n'ont pas été touchés, ils n'ont pas été déguerpis, et d'autres qui avaient les moyens, dont les maisons ont été démolies, sont en train de reconstruire à quelques endroits sur le site sur le même site. En tout cas, ce qu'on peut voir sur cet élément de reportage, c'est que le terrain, il n'y a rien qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a des soubassements des maisons qui ont été démolies, la partie qui devait être restaurée par le ministère de l'Environnement ne l'a pas été, et quand vous nous dites encore qu'il y a des gens qui sont venus, qui continuent leur projet, projet de construction de maisons, et il y en a qui n'ont pas du tout été touchés, comme la maison du ministre secrétaire général à la présidence, comme d'autres nantis, et on a vu ce monsieur qui disait être effrayé, je ne sais pas s'il loge dans les coins, par l'arrivée du ministre Kourouma sur les lieux le samedi passé. Justement, c'est ce qui m'a un peu interpellé. Parfois, je suis dépassé par certaines situations. Le ministre du tutelle qui a trouvé ce dossier sur sa table n'a pas jugé nécessaire de venir voir. Il a fallu qu'on parle le vendredi de cela pour que lui-même il se rende avec une équipe de la gendarmerie sur le terrain dès le lendemain. Quand nous sommes arrivés sur les lieux,
on a constaté non seulement qu'il y a d'autres personnes, vous avez vu sur les images une maison en 4 étages, cette maison a été construite après la démolition. Après l'opération. Après l'opération, oui, mais bien sûr que la démolition n'avait pas arrivé là. Il y a une autre personne qui est venue, il a construit, il a même tracé, essayé de rembler le lit du fleuve, et ça c'est du côté parce que on parle du secteur 7 de Kapororaï, appelé Demodola, c'est dans le quartier Bantunka aussi. C'est les deux quartiers qui sont concernés. Donc en aval, sur le pont qui remonte vers Kofi Annan, il y a des maisons qui sont carrément dans le lit du fleuve, qui ont été ici construites dans l'intervalle juillet 2017 à nos jours. Bien. Et qui ne sont même pas encore habitées plutôt, mais qui sont déjà construites. C'est ce qui m'intrigue un peu dans cette histoire. Est-ce que le ministre Kourouma est allé dans ces endroits-là quand il est allé sur le terrain le samedi passé? Malheureusement, il n'est pas allé à cet endroit. Il s'est limité à l'endroit où les maisons ont été démolies, parce que c'est une grande superficie, il faut le noter. Mais je me dis que si vraiment il y avait de la bonne volonté, on n'aurait pas dirigé le ministre vers là-bas, puisque c'est pas de cet endroit qu'on parlait. On parlait des endroits qui n'ont pas été touchés par cette opération de déguerpissement. Donc on va dire que le sentiment qui habite certains qui ont été déguerpis l'année dernière, qui ont eu leur maison démolie sous les caterpillars l'année dernière, les génies militaires sont au regret de constater une opération du genre 2 poids 2 mesures. Parce qu'aujourd'hui, ils voient d'autres gens sur le même site qui continuent à construire et eux, ils ont été obligés de quitter les lieux. C'est ce qui énerve les gens. C'est ceux qui se sentent offusqués dans leurs droits. Il faut le dire comme ça. Ils m'ont dit carrément qu'ils se sentent offusqués dans leurs droits. Et le monsieur qui a parlé, qui est apeuré, il se dit que quand ils viendront, ils vont encore détruire plus que ce qu'ils ont déjà fait l'année dernière. Et jusqu'à ce moment, pourquoi ils ne sont pas descendus en aval? Parce que jusque-là, ils se limitent à un seul endroit, alors qu'il y a des maisons, sur les images vous avez vu, des maisons sur lesquelles il y a des croix qui ne sont pas encore touchées. Pourquoi revenir sur l'endroit où ils ont déjà fait une opération? Pourquoi ne pas continuer jusqu'à la limite? C'est cette question et ce sentiment de 2 poids 2 mesures qui existe aujourd'hui au niveau des populations de Demodola. Et quand je vois le ministre répondre à nos propos qu'on a tenus, parce qu'il y a beaucoup de médias qui ont relayé l'affaire, quand il dit que contrairement aux rumeurs qui se tiennent ci et là, toutes les maisons concernées, on en parle le vendredi, pour qu'ils viennent le samedi. Et contrairement à ce qu'on dit dans certains endroits, et qu'il y a eu du 2 poids 2 mesures, les maisons des maisons des riches et des pauvres ont été démolies. Je dis tout de suite que le ministre n'est pas allé. Monsieur le ministre, si vous me suivez, vous n'êtes pas allé au bon endroit. Allez-y en aval. Vous trouverez réellement la réponse à la question qu'on a posée ici. Donc le ministre n'est pas allé au bon endroit, en tout cas sur ce site de Demodola, ce qui concerne les maisons qui ont été épargnées par l'opération déguerpissement, démolition de tous ceux qui sont sur le lit du fleuve du côté de Demodola. On va suivre ce dossier puisque pour l'instant il n'y a pas de réponse du côté du ministre Sékou Kourouma qui est allé sur le terrain en faisant là aussi un choix de préférence de ceux qu'il a voulu amener sur le terrain pour faire ce constat malheureusement, et c'est le drame dans tout ça. On l'a interpellé, il refuse justement de répondre aussi. Là, c'est un autre drame de la situation, puisque quand on révèle des situations, il faut que l'autorité se rende disponible pour donner des explications, malheureusement. Et on va chuter par le constat, cette fois-ci, que tu as fait sur le site de Dar es Salaam en 1 minute 30 secondes. Oui, exactement. On se souvient de tout ce qui s'est passé l'année dernière. 9 morts. La montagne d'ordures qui a tué des êtres humains. 9 personnes. Pour une première fois dans l'histoire. En tout cas, à ma connaissance, des ordures qui tuent des gens dans une capitale. Et à l'occasion, on se rappelle que le président de la République est venu là-bas. Il a lui-même marché dans la boue là-bas. Il a pris des engagements comme quoi on va enlever tous les gens qui sont au bord, même s'il faut les dédommager. Le gouverneur de la ville de Conakry, même engagement. Aujourd'hui, quel est le constat à Dar es Salaam aujourd'hui? Alors, à Dar es Salaam, aujourd'hui, au moment où je vous parle, la montagne a grandi plus que l'année dernière. La montagne d'ordures. On continue toujours à déposer des ordures à cet endroit. On a des images, vous avez compris. On continue à déposer des ordures là. Les personnes qui devaient être déguerpies sont toujours là. Les personnes qui étaient victimes, qui ne sont pas mortes, sont toujours à cet endroit. Vous verrez même une maison dont le mur arrière a été complètement détruit. Et les maisons, les personnes y vivent dedans encore parce que tout simplement ils n'ont pas où aller et ils sont là-bas à l'attente
d'une éventuelle subvention de l'État afin qu'ils puissent quitter là, parce qu'ils ont été promis. Les maisons sont encore marquées, des maisons immatriculées pour essayer pour une éventuelle recasement. Donc c'est la même situation. Jusqu'à présent, c'est la même situation qui provoque. Et d'ailleurs, c'est plus grave parce que la montagne est devenue plus haute, la montagne d'ordures, et à risque de glissement de terrain à cet endroit. Bien. Si rien n'est fait et que l'hivernage nous trouve là, sachant qu'il n'y a pas de passage pour l'eau, il risque d'avoir pire que l'année dernière. Donc c'est une sorte d'alerte. Une autre alerte pour Dar es Salaam, une fois encore, la montagne augmente une fois tous les jours et les habitants sont toujours au pied de cette montagne d'ordures et la saison pluvieuse approche. Est-ce qu'il faut attendre encore qu'une deuxième version du même drame se produise à Dar es Salaam pour que les autorités aillent verser les larmes de crocodile ou envoient des sacs de riz ou des sacs de piment ou des bidons d'huile aux gens, aux familles éplorées? Je pense que c'est le moment de prendre des dispositions pour éviter un autre drame à cet endroit. Tout comme du côté de Dar es Salaam, déguerpir tous ceux qui doivent être déguerpis ou permettre à tous ceux qui ont perdu leur maison de revenir sur le même endroit pour ne pas que ce soit du 2 poids 2 mesures que monsieur le ministre Ibrahima Kourouma se fatigue à un peu démonter. Or c'est une réalité. Merci Kandia d'être passé. On reviendra là-dessus demain une fois encore avec un reportage. Merci. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.